Valérie Pécresse, qui êtes-vous? D'abord, vous êtes présidente de la région Île-de-France. C'est la plus grosse région française. Vous avez 50 ans. Et je voudrais qu'on s'arrête sur un chiffre. Le chiffre, c'est 1 629 410. C'est le nombre de voix qui se sont portées sur votre nom au second tour des régionales. Aujourd'hui, vous êtes la femme de droite la plus puissante. Vous faites de la boxe, comme Édouard Philippe, comme Manuel Valls, comme les hommes, quoi. Et on sait que vous parlez anglais, vous parlez aussi russe et vous parlez même japonais. Et je voudrais qu'on écoute l'illustration. 以前に日本語を学ぶ機会がありましたので、少し日本語でお話ししたいと思います。 Alors, je ne vais pas vous demander de nous parler japonais. Ah non, surtout pas. Je sais le lire encore, mais je suis plus capable d'avoir une conversation en japonais. Mais ça leur a quand même fait très plaisir. Parce je vais être tout à fait honnête, moi-même, je ne peux pas vous parler japonais. Donc finalement, on va rester... Ouais. Je vous fais confiance sur le fait que vous parlez encore et que vous savez lire le japonais. Non, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que vous lancez votre mouvement. Votre mouvement, ça s'appelle Libre. On va en parler. Mais pour moi, il y a un paradoxe autour de votre personnalité, Valérie Pécresse. Je le disais, vous êtes la femme la plus puissante aujourd'hui à droite. Vous êtes ancienne ministre, vous êtes à la tête de la plus grosse région de France avec le plus gros budget. Et pourtant, vous êtes très rarement au centre de la photo. Je voudrais qu'on regarde. Menée depuis le début exclusivement à charge. Très longtemps en retrait. Pourquoi? Parce que sur les estrades, les hommes jouent des coudes pour être à côté du leader et que les femmes jouent moins des coudes, donc elles sont toujours reléguées un tout petit peu à gauche ou un tout petit peu à droite. C'est pour ça. C'est seulement pour ça? Oui, je pense, parce que la vérité, c'est que l'Île-de-France était un combat politique extrêmement difficile. La réforme des universités était aussi un combat très difficile. Et souvent, aussi à droite, on donne les combats les plus difficiles, ceux qui ne sont pas gagnés d'avance, aux femmes. C'est assez caractéristique. Mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment aussi un manque d'audace? Je dirais pas forcément un manque de courage, mais enfin, quand vous voyez que Laurent Wauquiez se lance à la tête des Républicains, vous dites, franchement, ça va bloquer le parti dans un certain centre, on vous sent extrêmement critique, et pourtant vous n'y allez pas. À manquer d'audace. Là, vous pourriez pour le coup être sur le devant de la scène. Manquer d'audace, Madame de Malherbe, c'est un défaut qu'on m'a jamais reproché. Je vous rappelle que, je vous dis, j'ai pris un ministère dont personne ne voulait, celui de l'université. J'ai tenu 9 mois face à la rue. J'ai été en Île-de-France après que Édouard Balladur et Jean-François Copé n'aient pas réussi et que moi-même j'ai subi une très lourde défaite. J'ai repris mon bâton de pèlerin, j'ai fait 4 ans de campagne et j'ai conquis cette région qui est une région extrêmement populaire, qui est une région extrêmement contrastée. Et bon voilà, donc et aujourd'hui je me bats tous les jours pour ma région, pour ses transports, pour son emploi. Non, ce que je n'aime pas, c'est les petites polémiques, ce que je n'aime pas, c'est la politique politicienne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit que je ne voulais pas d'une guerre des chefs, que j'avais promis à mes électeurs... Vous y serez pas. Et vous allez lui laisser la droite. Mais non, mais attendez, le sujet, c'est pas ça. C'est ma région. J'ai pris un engagement. Alors c'est peut-être un peu féminin, peut-être, effectivement, de tenir ces engagements politiques. Mais j'ai pris un engagement vis-à-vis de mes électeurs. C'est ma région, sans cumul, à 100%. Donc je ne peux pas aujourd'hui aller dire à mes électeurs, à peine 1 an et demi après avoir été élu, non, 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 ce qui m'intéresse, c'est la politique nationale, c'est le parti. Mais... je prends mes responsabilités, et en cela, peut-être que je suis audacieuse. Je prends mes responsabilités, je veux peser sur la ligne politique de ma famille. Je ne veux pas que la droite se divise, qu'elle se scinde. Je ne veux pas qu'elle cède ni à la tentation Macron, ni à la tentation Buisson. Donc pas recroquevillée sur une droite dure, pas non plus En Marche, une droite authentique, une droite qui est bien dans ses valeurs, bien dans son époque, une droite vraiment populaire, qui reparle à la France du métro à 18h. Tout ça, c'est ce que j'ai en moi et j'ai décidé de l'ouvrir, donc libérer, délivrer peut-être. Libre avec un point d'exclamation. Anna Cabana. Oui, Valérie Pécresse, la droite Wauquiez, c'est clairement pas la vôtre. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et en même temps, est-ce que vous croyez que Et en même temps. ding, 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 voilà. Est-ce que vous pensez que ça suffit de créer un mouvement, même s'il y a un super point d'exclamation après votre livre, est-ce que ça suffit pour contrer Laurent Wauquiez? Eh ben non seulement moi je vois pas bien. Non seulement je pense que ça suffit, mais en plus je pense que c'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que j'ai fait le constat. Vous savez, je crois on apprend de ses défaites. On apprend de ses défaites, donc il faut en faire l'inventaire, et c'est dans les défaites
que se forgent les futures victoires. C'est comme ça qu'en Ile-de-France, on a finalement gagné, c'est parce qu'on avait perdu, qu'on a tiré les enseignements de ces défaites. Donc qu'est-ce que j'ai appris? Que dans les 10 dernières années, les seuls endroits où étaient partis des idées neuves et des élans, c'était pas les partis politiques traditionnels, c'était les mouvements. C'était Désir d'avenir de Ségolène Royal, c'était la fondation Terra Nova éventuellement pour Dominique Strauss-Kahn, ça a été ensuite Force républicaine ou En Marche. Ou En Marche. Mais oui, pourquoi? Parce que la société civile n'aime plus les partis politiques. La société civile a peur de ces partis. Or, comment inventer des idées neuves pour la France de demain si on n'invite pas la société civile au dialogue? Et donc c'est pour ça que je crois que la bonne solution c'est un mouvement. Donc c'est en dehors, ça veut dire que vous le faites en dehors, vous contournez. C'est un mouvement. Moi je ne quitte pas les Républicains. Il ne s'agit pas pour moi de désunir. Ça impacte complètement. Mais comme tous les mouvements, Madame de Malherbe, comme tous les mouvements, c'est dedans et dehors. Dedans parce que moi je suis républicaine, je suis gaulliste sociale, je l'ai toujours été, je suis une enfant de Jacques Chirac, passée par les gouvernements de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, et rien de tout ça je ne le renie, c'est moi, c'est mon ADN. Mais si je suis républicaine. Mais en revanche, je pense que c'est dans un mouvement ouvert à la société civile, c'est-à-dire ouvert à tous ceux qui ne sont pas républicains, ouvert à tous ceux qui ont été déçus par la droite, ouvert à ceux qui ont voté FN ou En Marche, ou qui se sont abstenus, ouvert à tout le monde. Et c'est cette ouverture qui amènera les idées neuves. Parce que je suis désolée, mais la droite de demain, elle ne doit pas être avec le même logiciel que la droite d'hier. On ne va pas faire la politique du disque rayé, on ne va pas faire la rediffusion de la saison 3 à droite toute, avec les mêmes mots. Pardon, mais tout à l'heure devant vos supporters, pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes concepts. On vit une révolution industrielle, on vit une révolution écologique, on vit un problème de laïcité, de cohésion nationale, on vit une guerre contre le terrorisme islamiste. Qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression aussi que c'est parfois un choix par défaut. Quand on voit l'histoire de la droite de ces dernières années, à chaque fois c'est la droite qu'on pourrait dire dure qui l'a emporté. C'est Nicolas Sarkozy qui prend le parti en 2004 contre les Chiraciens. C'est Jean-François Copé qui gagne contre François Fillon en 2012. C'est aux dernières primaires encore François Fillon qui l'emporte face à un Alain Juppé décrit comme trop timoré, trop centriste. Est-ce que ce n'est pas un choix par défaut? Il n'y a pas de place pour la droite que vous représentez. Non, mais que tous ceux qui ont pris les partis n'ont jamais été les candidats de leur parti à la présidence. Sauf Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas parce que tu prends le parti que tu seras le candidat. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est que le parti, bien sûr, il faut que quelqu'un le gère. Bien sûr, il faut qu'on ait des partis politiques avec des militants qui sont le sel de la vie politique, parce que par leur engagement, par leur dévouement. Mais vous les contournez. Mais si on veut gagner, on ne peut pas se rétrécir à un noyau dur. Il faut s'élargir. Et c'est pas moi qui ai cette phrase mythique, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a prononcée à longueur de journée. Quand la droite se rétrécit, elle perd. Quand elle s'élargit, elle gagne. Moi, je veux élargir la droite. Je veux l'oxygéner. Je veux faire revenir tous ceux qui croient qui ont cru dans le pacte fondateur des Républicains, qui était de dire toute la droite et le centre doivent pouvoir se retrouver au même endroit pour construire l'alternance, l'alternative à Emmanuel Macron. Et le défi est beaucoup plus difficile aujourd'hui avec justement un Premier ministre de nos rangs. Avec une partie, j'allais y venir, dans les images qu'on a vues tout à l'heure, justement quand vous étiez sur les estrades, il y en a une qui m'a beaucoup frappée, c'était l'une des dernières. On vous voyait, je ne sais pas si on peut la revoir à l'écran, on vous voyait sur la tribune et derrière vous, juste derrière vous quand on regarde, celui qui est un peu grand, qui a une tête qui dépasse des autres, c'est qui? C'est Édouard Philippe. Depuis Édouard Philippe, celui qui était derrière vous sur cette tribune, il est devenu Premier ministre. Vous étiez ensemble, vous chantiez la Marseillaise ensemble, vous avez fait la campagne main dans la main. Comment aujourd'hui vous pouvez critiquer vos propres idées au fond, puisque vous les avez partagées avec lui? Pardon, c'est pas la même chose que de prendre une personnalité et d'en faire un Premier ministre et de prendre nos idées. Ça veut dire quoi? C'est juste de l'image. Emmanuel Macron, pardon, mais on n'est pas dans une grande coalition. Emmanuel Macron a pris Édouard Philippe. Il a pris un certain nombre de personnalités de la droite dans son Gérald Darmanin. Oui, c'est sûr. Il a pris un certain nombre de personnalités de la droite, mais il n'a pas pris notre programme. La preuve, Bruno Le Maire, qui disait qu'il fallait absolument baisser la CSG, va devoir, dans ses fonctions, l'augmenter. Édouard Philippe, qui prenait, je crois, quand nous étions dans l'équipe d'Alain Juppé, une réforme des retraites, une réforme de l'assurance chômage, une décentralisation, toutes ces réformes-là ne sont pas au programme. C'est des marionnettes du président de la République. C'est des marionnettes de Macron, finalement, Édouard Philippe. Non, mais attendez, moi je suis là pour défendre des idées. Je ne suis pas là. Mon mouvement libre est là pour défendre une vision d'une droite qui est ferme, mais en même temps humaine, sociale, vraiment sociale, et en même temps réformatrice. Voilà, deux fois. Oui, mais la définition que vous faites, c'est exactement la droite de Macron, finalement, non?
Parce que Macron est de droite. Il se veut. Wow, ça quand Non, même, écoutez, non. Les réformes qu'il est en train de mettre en place, vous les voteriez? Ah mais moi je suis pour une opposition juste. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est mal, je le dis. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a au moins trois failles qui sont apparues dans les 3 premiers mois de gouvernement d'Emmanuel Macron. Une faille sur l'audace réformatrice, parce que ce qu'on n'a pas fait dans les 3 premiers mois, on a toujours beaucoup plus de mal à le faire. Et vous trouvez ensuite, que ça va pas assez loin là, cette loi sur la réforme? Non, il y a une loi sur le travail qui va dans la bonne direction. J'ai dit que je la voterais et je pense qu'effectivement tous les républicains doivent la voter. Mais une loi travail en 3 mois, c'est peu. Je vous l'ai dit, sur le chômage, sur la décentralisation, sur les retraites, il ne s'est rien passé. Sur la réforme de l'État, il ne s'est rien passé. Un rabot absurde qui a mis à peu près tout le monde contre lui, parce que les rabots, on le sait bien, c'est des palliatifs injustes et ça frappe, on ne sait pas pourquoi, les bénéficiaires de l'APL, le ministère de la Défense ou les collectivités locales. Donc on a un sujet d'audace réformatrice et on a un sujet de manque de fermeté sur les menaces qui pèsent sur les pays. Juste sur les failles que vous trouvez à Emmanuel Macron, tout à l'heure dans votre discours, vous avez aussi parlé du fait qu'il concentrait trop de pouvoir entre ses mains. Alors venant de quelqu'un qui a été ministre de l'hyper-président Nicolas Sarkozy, ça fait un peu sourire, non? Oui, mais Nicolas Sarkozy nous déléguait énormément. En tout cas, sur la réforme des universités, j'ai pu juger qu'il nous avait fait confiance, à la fois pour négocier la réforme, mais aussi face à la rue pour là encore tenir. Et moi, j'ai trouvé que il avait l'image d'un hyper-président, mais il descendait pas dans le degré de détail dans lequel Emmanuel Macron descend. On a l'impression vraiment que le moindre bouton de guêtre se décide à l'Élysée. Et vous dites que vous êtes gaulliste. Est-ce que c'est pas ça aussi le gaullisme? C'est un président fort au milieu de la Ve République qui décide, qui s'impose. J'ai dit à plusieurs reprises que je trouvais que Emmanuel Macron incarnait bien la fonction. Mais pour moi, il y a un président et dans la Ve République, il y a aussi un Premier ministre et un gouvernement et chacun doit occuper tout son espace. L'hyperconcentration des pouvoirs, elle pose la question de savoir où seront les débats d'idées, qui apportera les idées neuves. Et Libre se veut un aiguillon aussi du pouvoir. Un laboratoire. Un aiguillon et un laboratoire d'idées. Une question sur Jacques Chirac, vous avez été très proche de lui. Est-ce que c'était un roi fainéant? La question n'est pas de moi, elle est en réalité d'Emmanuel Macron. Je vous vois me regarder avec ses yeux. Emmanuel Macron qui a parlé des fainéants et son entourage qui a précisé depuis qu'il désignait en réalité ses prédécesseurs qui n'avaient pas eu le courage de réformer. Donc ma question est-ce que Jacques Chirac était un roi fainéant? Mais nous avons réformé, Jacques Chirac a réformé. Il a réformé un certain nombre de choses. Nicolas Sarkozy a réformé encore plus et encore plus fort parce que Nicolas Sarkozy avait théorisé l'idée que une réforme mettait autant de gens dans la rue que plusieurs et donc il avait théorisé l'idée qu'il fallait en faire plus. Et pourtant, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on nous a reproché? De ne pas avoir encore assez réformé. Et beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui d'ailleurs demandent des réformes nous disent vous n'avez pas été au rendez-vous des réformes. Donc je crois qu'il faut qu'on réforme beaucoup. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que le bilan d'Emmanuel Macron est relativement maigre. Alors moi je ne rentrerai pas dans la querelle, si j'étais lui, je ne rentrerai pas dans la querelle de savoir qui a fait le plus que l'autre. Parce que aujourd'hui, pour l'instant, son bilan est quand même assez mince. Moi, quand je vous entends parler de la droite que vous représentez et que vous comptez porter, je trouve qu'il y a quand même des points communs avec ce que dit Virginie Calmels, qui est donc, on le sait, a rejoint Laurent Wauquiez, du jupéiste, qui prône aussi cette droite libre, plus humaine, etc. Est-ce que ça vous... d'ailleurs, son mouvement à elle, ça s'appelait la droite libre. Je me trompe pas. Non, mais elle est libérale. Oui, elle est libérale. Moi, je suis gaulliste sociale. Vous êtes libre. Non, je suis gaulliste sociale. Mais vous êtes libres toutes les deux, attention. Non, mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est que dans Libre, il y aura des libéraux, il y aura des centristes, il y aura des gaullistes, il y aura des conservateurs. Mais c'est un joli coup. C'est un joli coup pour Laurent Wauquiez, Virginie Calmels. Il y aura toutes les sensibilités qui viendront réfléchir. Non, mais moi, mon sujet n'est pas, vous l'avez pas compris, mais je vais le redire. Allez-y. Mon sujet n'est pas la présidence du parti ni l'organisation du parti. Mon sujet, c'est la ligne politique de la droite. C'est qu'est-ce qu'on va proposer comme solution concrète aux Français. Je crois à une droite par la preuve. Je crois qu'aujourd'hui, ce que veulent les Français, c'est des solutions. C'est d'ailleurs pour ça que je me consacre à ma région, c'est pour essayer d'en faire un laboratoire. Quand on a fait l'autonomie des lycées, parce que nous, en Ile-de-France, on a permis aux lycées qui le souhaitaient, sur la base du volontariat, de voter un budget d'autonomie. Aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer nous dit « Ah, il faut faire l'autonomie des lycées ». Nous, on l'a déjà fait, vous voyez. Donc, on est un peu en avance, on aiguillonne. Quand on a fait une charte de la laïcité pour éviter que dans les associations, dans tous les endroits financés par la région, il y ait des dérives
de radicalisation. On a été la première collectivité à le faire. Tout le monde nous a dit oh là là mais c'est impossible, la région peut pas le faire. Mais encore heureux qu'on le fasse parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des clubs sportifs, qu'il y a des associations qui font de l'entrisme, y compris dans les établissements scolaires. Un principal des Bouches-du-Rhône vient de le dire. Donc la vérité, c'est quelque chose que vous constatez, y compris bien sûr en Île-de-France. Mais la vérité, c'est que il faut qu'on ait un temps d'avance et que nous, les élus de terrain, on est un laboratoire. Et c'est d'ailleurs pas étonnant que dans le livre, on retrouve beaucoup de maires, beaucoup de présidents de conseils départementaux. Qui étaient à vos côtés à Argenteuil. Oui, et qui veulent faire de la politique par la preuve, la politique des solutions. La preuve, les solutions, le terrain. Vous êtes beaucoup battu pour l'attractivité de la région Île-de-France. Il y a un an, vous avez même lancé une sorte d'appel après le Brexit pour que certaines institutions européennes se rapatrient de Londres à Paris. Un an après, est-ce que les résultats sont à la hauteur de vos attentes? On attend toujours que ces institutions déménagent. Elles sont pas bien. Alors on a une trentaine d'entreprises qui sont effectivement maintenant ce qu'on appelle en prospect rapproché. C'est-à-dire que l'Île-de-France, enfin la Paris Région Entreprise a été labellisée guichet unique par l'État, par Manuel Valls à l'époque, a récupéré aussi les compétences de Paris et de la métropole pour pouvoir vraiment accompagner tous ceux qui veulent revenir. Donc on a plusieurs dizaines d'entreprises qui attendaient. Alors pour tout vous dire et vous dire la vérité, jusqu'en juin dernier, elles attendaient le résultat de l'élection présidentielle. Elles nous avaient d'ailleurs dit, si Marine Le Pen gagne, ne nous rappelez pas. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui bloque? Et si M. Mélenchon gagne, ne nous rappelez pas. Maintenant, elles devraient venir. Maintenant, elles sont un peu rassurées parce qu'elles se projettent sur la durée de 5 ans d'un mandat d'un président qui apparaît comme pro-entreprise, mais ils attendent aussi des preuves d'amour. Donc la loi travail. Donc des baisses de charges, des baisses d'impôts. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore totalement attractifs par rapport aux autres capitales européennes sur tout un certain nombre de sujets de fiscalité. Donc on attend le budget 2018 et dans ce budget 2018, je crois qu'il faut aller résolument vers l'harmonisation européenne de la fiscalité parce que sinon, évidemment, on aura un handicap. Et par ailleurs, on travaille beaucoup sur la région bilingue, on travaille beaucoup sur l'environnement régional, sur notamment l'immobilier d'entreprise, sur l'accueil. Mais c'est vrai que tout ça, ça n'efface pas un différentiel fiscal. Il y a encore un peu de boulot. Valérie Pécresse, justement, sur la question de la capitale de Paris, on disait qu'il y avait finalement, à droite, il n'y a plus beaucoup de femmes. Vous êtes vraiment non seulement une des plus puissantes personnalités à droite, mais vous êtes aussi une des seules femmes. À gauche, il y a une femme qui est puissante également, c'est Anne Hidalgo, qui est en quelque sorte en concurrence avec vous sur, vous, la région, elle, la ville. On sent qu'il y a une bataille autour de la circulation, autour de la place de la voiture. Vous réclamiez depuis longtemps la possibilité d'avoir des parkings pour que ceux qui arrivent à Paris puissent laisser leur voiture aux portes de la ville. Est-ce que vous obtiendrez gain de cause? Est-ce que là-dessus, vous arrivez à travailler main dans la main? Vous savez que sur la pollution de la capitale, la région est effectivement coordonnateur de la lutte contre la pollution de l'air. Mais il ne suffit pas de dire on ferme les voies sur berge. C'est une méthode très brutale qui a en réalité, disséminé la pollution, déplacer la pollution le long du périphérique ou dans les rues. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas... Est-ce que c'est un problème? La brutalité de la méthode a fait que ça n'a pas fonctionné. En revanche, ce qui peut fonctionner, à mon sens, c'est de donner des mesures compensatoires aux habitants de la banlieue. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rentrer dans Paris, eh bien, on va vous mettre des places de parking aux entrées de Paris. Et ça fait depuis mars que je demandais à la mairie de Paris de nous donner des places de parking, de nous informer sur les places de parking existantes qu'on pourrait labelliser. Et ça y est. Depuis la semaine dernière, j'ai reçu la semaine dernière la lettre de la maire de Paris identifiant 1000 places de parking qui sont dans des parkings qui dépendent de la ville de Paris et qui pourraient être labellisés en parking relais. Alors c'est quoi les parkings relais? C'est des parkings où on a sa place réservée. Et donc ça marche avec le pass Navigo, on pourrait laisser sa voiture et ensuite prendre les transports en commun. Très concret. Donc 1000 places. Oui, mais vous savez, c'est ça. Moi j'étais furieuse parce que je pense que quand on prend une décision aussi dure pour les habitants que de fermer une route, parce que c'est de la souffrance, les embouteillages. Faut quand même, c'est de la souffrance au travail, c'est de la souffrance dans la vie quotidienne. Il faut qu'on ait le réflexe toujours humain de se dire quelles mesures compensatoires je mets en place. Un problème, une solution, et ça y est, il y a des parkings. Un mot quand même sur l'ouragan Irma. On a vu les dégâts colossaux et une polémique sur la question de la gestion de cet ouragan. Éric Ciotti, républicain comme vous, parle de défaillance de l'État. Est-ce que vous dites oui, il y a eu défaillance de l'État?
Quand il y a une catastrophe naturelle aussi grave et autant de victimes, moi je suis plutôt dans l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je ne suis pas dans l'idée de polémiquer. Pourquoi? Parce que je pense que voilà, notre cœur doit être aux Antilles et qu'il doit y avoir une forme d'unité sur les secours. On verra bien après, il sera toujours temps d'établir les responsabilités des uns et des autres. Mais moi aujourd'hui je suis dans l'aide. Alors on a mis en place une aide humanitaire de la région bien sûr, mais ça ne suffira pas. Et il faut aussi qu'on travaille sur la reconstruction. Parce que je connais aussi le problème de ces catastrophes naturelles, c'est que vous allez vous focaliser, les médias, le gouvernement pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sur les îles. Et puis après, eh bien, elles seront laissées seules pour reconstruire. Et donc, ce qu'on a fait à Haïti, eh bien, moi, je propose que la région Île-de-France puisse le faire aussi avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est-à-dire qu'on puisse mettre en place une aide technique à la reconstruction avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région. Parce que je crois que, voilà, il y a une continuité territoriale. Nous avons un devoir de solidarité avec nos amis ultramarins. Valérie Pécresse, merci d'avoir été avec nous. Juste une dernière question, puisqu'on commençait cette émission sur l'image de vous qui aviez du mal à être au milieu de la photo. Vous disiez on a besoin des jouets d'écoute quand on est une femme. Est-ce qu'on peut être et en même temps une femme et en même temps potentiellement présidente à droite? Écoutez, en tout cas, on peut lancer un mouvement et susciter une formidable adhésion et avoir 500 élus qui vous suivent et réunir 2000 personnes dans une banlieue populaire. La prochaine fois que vous viendrez, on verra si vous avez réussi à vous mettre au milieu de la photo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je l'étais pas mal. Vous l'étiez aujourd'hui. Merci Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée.